Bonjour. Alors Bernard et moi, on est ici pour vous présenter une synthèse de notre première journée de formation. Et donc dans le prochain quart d'heure, on va vous proposer une introduction de la méthodologie des ASL en 3 grands titres. Pourquoi les ASL, pour qui les ASL et comment mettre en place des ASL. Il s'agit de vous donner une idée de ce que sont les ASL pour celles et ceux qui n'en ont jamais entendu parler ou qui ne connaissent pas ce que c'est, pour les autres de vous rafraîchir la mémoire. Et les questions principales seront approfondies par nos collègues. Bernard, je te laisse. Voilà. Et ce ne sera pas interactif contrairement au ASL parce que nous, on est vraiment dans l'introduction. Mais je pense qu'après, j'ai déjà vu passer les choses. Je crois qu'il y aura de l'interaction. Voilà, je pense. Hein. Donc, ok. Alors. Donc ASL, Atelier Socio-Linguistique. On est parti d'un élément que tout le monde connaît. C'est souvent, la plupart du temps, quand on commence une formation avec des apprenants, eh bien, il y a la fameuse séance de présentation. Et classiquement, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on est là, nom, prénom, adresse, nationalité, depuis quand êtes-vous en Belgique, etc. Âge, avez-vous des enfants? Là, ça fonctionne effectivement dans un groupe classe pour présenter l'un à l'autre, mais ça ne fonctionne pas nécessairement quand ce même apprenant doit aller à l'école, dans la classe de sa fille, et il arrive, bonjour, je m'appelle un tel, j'habite à telle adresse, je suis en Belgique depuis, ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose il y a comme un décalage entre la réalité et ce qu'il a appris à l'école. Alors évidemment, il n'y a pas de décalage dans le groupe classe, parce que c'est très utile de savoir, y compris à la fin, j'aime bien cuisiner. Ça, évidemment, à l'école, on ne va pas dire j'aime bien cuisiner, mais dans la fiche signalétique, dans ce qu'on apprend au premier cours, effectivement, il y a les intérêts. Mais ça fonctionne effectivement dans un cadre bien particulier qui est la présentation de tous ces apprenants pour qu'ils apprennent à se connaître. Mais dès qu'on sort de ce cadre, on est un petit peu déconnecté du réel, et ça ne fonctionne plus. Et donc l'ASL, c'est ça, c'est vraiment essayer de reconnecter l'apprentissage du français par rapport aux besoins sociaux. Et en fait, c'est ça, c'est parler pour agir. Et on n'agit pas d'une manière abstraite, on agit de manière concrète dans des contextes bien particuliers. Donc ça, c'est vraiment le pourquoi de l'ASL, c'est cette connexion avec le réel. Le français pour faire quelque chose dans des conditions particulières, dans un contexte social particulier. Alors on sait bien que c'est pas toujours facile dans notre travail de parvenir à mobiliser toute cette énergie pour à chaque fois être dans un créneau bien particulier et être complètement connecté avec le réel. On va le voir certainement par la suite avec les documents authentiques, avec sortir, puisque le réel c'est quand même dehors, c'est pas uniquement dans la classe. On va voir que ce n'est pas toujours aussi simple. Voilà, ça c'est un petit peu le pourquoi les ASL. Juste pour poursuivre un petit peu, un petit détour théorique, la perspective actionnelle, vous connaissez sans doute, donc c'est une approche de l'apprentissage d'une langue étrangère qui va plus loin que la perspective communicative, puisqu'elle prend en compte la raison pour laquelle l'apprenant doit communiquer. Et donc c'est l'idée qu'on apprend le français et qu'on le parle pour agir dans un espace social donné, et c'est dans cette perspective... on met l'accent sur le fait que l'apprenant d'une langue est acteur social, qu'il a à accomplir des tâches dans des circonstances et un environnement donné. Et les ASL sont vraiment pleinement cohérents avec cette approche théorique et ils agissent concrètement dans ce sens en fait. Ils se proposent de plonger directement les apprenants dans les espaces sociaux en question, et même un des principes fondamentaux des ASL, c'est d'utiliser les espaces sociaux comme moyen d'apprentissage. On verra plus tard ce qu'il en est. Et donc, un atelier socio-linguistique passe par des mises en situation sur le terrain et l'utilisation de documents authentiques, comme le disait Bernard. Et la visée, c'est véritablement l'autonomie sociale et communicative des participants, c'est-à-dire la connaissance des espaces sociaux,
des situations de communication orale et écrite, les connaissances des codes sociaux spécifiques aux situations et aux lieux dans lesquels ils souhaitent ou doivent, les participants, pardon, les personnes étrangères souhaitent et doivent agir. Pour ce que ça implique du point de vue du formateur ou de la formatrice, quelque chose qui m'a marqué, moi, c'est qu'une des leçons de la formation, c'est que ça obligeait à prendre conscience et à traiter les évidences. C'était une des réflexions qu'on a eues lors du modèle sur les évaluations. En fait, que nos vies quotidiennes sont remplies de petites actions qu'on ne décortique pas, mais qui sont très complexes pour qui n'en a pas l'école. En fait, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on est habitué à faire, se déplacer en ville, prendre un ticket de métro, comprendre le fonctionnement d'une borne ou d'un automate, d'un distributeur, recevoir un message de rappel pour un rendez-vous, toutes ces choses que nous, on a appris à traiter de manière évidente, sont en fait extrêmement complexes pour quelqu'un qui n'y est pas habitué. Et donc les ASL, c'est vraiment l'idée de traiter toutes ces choses évidentes pour nous de manière à les décortiquer, de manière à ce que les apprenants y accèdent et le plus facilement possible. En fait. Oui, mais donc on parle pour qui? Alors on ne peut pas dire pour qui sans parler des besoins. Donc il est important pour les ASL de bien définir les besoins des apprenants pour savoir dans quelle direction on va aller et dans quel contexte social on va interagir. Alors, au départ, le public de départ, c'est de l'apprenant, c'est parce qu'il est clair que on va s'adresser à un public bien particulier et principalement à un public qui est en manque d'autonomie dans le pays d'accueil. Donc pas nécessairement quelqu'un qui était en manque d'autonomie dans son pays, mais qui est en manque d'autonomie dans son pays d'accueil parce qu'il ne maîtrise pas ni le langage, ni les codes sociaux, ni peut-être même l'environnement administratif, parce qu'on sait ce que c'est qu'un environnement administratif, c'est parfois même pour nous assez rébarbatif et assez difficile à gérer. Donc ça, c'est le public qu'on cherche à atteindre et à réautonomiser, si on veut. Puisqu'il y a une perte d'autonomie, il faut parvenir à faire en sorte qu'ils redeviennent autonomes. Et l'ASL, c'est vraiment sur ce public-là qu'elle met l'accent. Oui. Oui, c'est vraiment une personne qui est en situation d'immersion dans le pays d'accueil, qui était autonome dans son pays d'origine, et qui maintenant a recours à un tiers pour accomplir les tâches quotidiennes. Oui, ou bien qui n'a recours à personne et qui végète cloîtré, ce qui arrive aussi. Alors, de manière générale, le public, ce sont des personnes donc peu mobiles, elles ne bougent pas, puisque effectivement c'est très très difficile de sortir de chez elles, ou alors elles sortent mais elles restent dans un périmètre très, très proche. C'est des personnes qui ont du mal à l'oral déjà, compréhension et expression, et qui ont du mal avec tout ce qui est l'administration, puisque ça se déroule en français, et puis je dirais les documents administratifs sont peut-être très compliqués. Alors, évidemment, ce sont principalement des personnes qui viennent de l'étranger et qui donc ont des problèmes avec les codes contextuels, les codes socioculturels et administratifs qui sont évidemment à l'opposé souvent de ce qu'ils ont vécu. Oui, et donc quand on reçoit une personne qui peut prétendre à un ASL, la question que se pose le formateur ou la formatrice, c'est cette personne a besoin de parler français avec qui, dans quelles conditions et pour faire quoi. Et voilà. Le public des ASL, comme chacun d'entre nous, exerce différents rôles sociaux. Ces personnes sont locataires, parents d'élèves, patients chez le médecin, usagers des transports en commun, etc., consommateurs. Et c'est sur ces rôles-là que l'on se base pour fonder les ateliers socio-linguistiques. Les besoins sont identifiés par rapport à l'autonomie sociale d'une personne, dans les différents domaines que je viens de citer, et sa capacité à communiquer dans les espaces sociaux spécifiques, non par rapport à son niveau de langue. En fait, les ASL s'adressent aussi bien à des personnes peu ou pas scolarisées dans leur pays d'origine qu'à des personnes scolarisées. Ces participants ne sont pas positionnés en fonction des critères de niveau du CECRL,
Autrement dit, pas à niveau A1.1, A2, etc., mais en cherchant une porte d'entrée en fonction des rôles sociaux évoqués plus haut. Donc, est-ce qu'ils ont des besoins plus pour parler, pour communiquer avec les professeurs de leurs enfants, ou pour se déplacer en ville, ou pour chercher du travail, ou pour rentrer, comment dire, ou parce qu'ils ont des problèmes de santé spécifiques. Donc c'est ça, c'est comme ça que sont positionnés les participants à un atelier socio-linguistique. Je voulais ajouter encore une chose. On dit que les apprenants avaient perdu leur repère et que le but était de les aider à retrouver leur autonomie, mais aussi qu'il était important de se baser sur le fait que les apprenants ont déjà des connaissances de leur milieu. Comme j'ai ajouté tout à l'heure, ils sont en immersion dans leur pays d'accueil et ces connaissances qu'ils ont déjà sur le milieu, même si elles ne sont pas complètes, même si elles sont partielles, elles sont fondamentales pour faire levier. Enfin, c'est un levier qui est utilisé par les ASL pour entrer dans la matière de l'apprentissage. Voilà. Bon, alors, comment, alors bien sûr, puisqu'on parle d'un contexte social particulier, bon, mais il y a les formateurs, hein, vous, les associations, il y a les apprenants, ça fait le deuxième, mais il y a un partenaire qu'on oublie parfois et qui est un partenaire dans la société elle-même. Je pense par exemple, imaginons qu'on fait un travail autour de la poste, eh bien on va faire peut-être venir quelqu'un qui travaille à la poste, qui va expliquer ce que c'est que la poste. Donc c'est faire rentrer littéralement le côté sociétal à l'intérieur de la formation, puisque on est dans un contexte particulier. Et alors, évidemment, ça pourrait être, mais ça dépend à chaque fois du thème. Ça peut être actrice, ça peut être quelqu'un de la STIP. Hein, puisque, imaginons qu'on travaille sur le transport en commun, comment ça se passe, etc. Donc on pourrait faire venir, et ça ne se limite pas à ça. Évidemment, une fois qu'on a fait venir, on se déplace, puisque le but c'est d'aller vers le contexte social. Il faut pas rester dans la classe, mais il faut se déplacer et aller soit dans un hôpital, soit... Et tout ça, évidemment, et ça c'est la grande problématique, c'est que ça prend énormément de temps pour organiser, parce qu'il faut trouver les bons contacts, les personnes qui vont... Il faut aussi accepter ça. Si on décide de faire un ASL lié par exemple à l'administration communale, il faut vraiment le travailler avec le partenaire, et il faut que ce partenaire comprenne aussi les intérêts. Et donc il y a vraiment tout un travail d'anticipation avant d'être prêt à assumer l'atelier socio-linguistique pour qu'il fonctionne. Donc avec les apprenants, avec le formateur et avec le partenaire extérieur. Et donc c'est un petit peu la problématique. On a déjà avec les documents authentiques, on a parfois des problèmes. Ils changent tellement vite parfois. Quand on est en train de préparer, on reprend des documents ou des documents authentiques d'il y a 2 ans et ils ont changé. Donc il faut être tout le temps. Alors on en avait parlé un petit peu. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir une banque de mettre Simplement ajouter que dans un atelier sociolinguistique, les espaces sociaux tels que les transports en commun, actrices, enfin, tout ce dont a parlé Bernard, ils sont vraiment utilisés comme des supports d'activité au même titre qu'un support audio ou un document écrit montré en place. Et que pour s'aider à mettre en place des ateliers et monter une progression, les formateurs en ASL se basent sur cette carte que je suis allée chercher dans mon sac, qui est une carte que le RADIA a réalisée en 8 axes. Voilà, probablement. Donc je ne vais pas m'attarder sur ces 8 axes, mais c'est les axes de compétences. Mais simplement parler de la progression qui est découpée en 3 paliers: découverte, exploration, appropriation. Donc pour vous donner un exemple d'axe, un de ces 8 axes, c'est se déplacer pour agir dans les espaces sociaux. Et donc 3 paliers de progression: découverte, je repère des informations pour localiser des espaces sociaux. Quand on est plus avancé dans l'apprentissage, exploration, je prépare des trajets
nécessaires pour mes démarches personnelles. Et enfin, l'appropriation, quand je deviens autonome, je choisis l'itinéraire adapté et je trouve des solutions en cas d'imprévu. C'est assez abstrait pour le moment, mais vous verrez sans doute ça de manière plus approfondie dans la synthèse des prochains modules. Mais ce qui est important de retenir, c'est que cette progression a pour objectif final l'appropriation des savoirs qui s'évalue entre autres par la capacité de l'apprenant à transférer ses acquis auprès des autres. Il est capable d'en parler, il est capable de se débrouiller tout seul. Dans la phase découverte, le contenu est surtout informatif et le travail se fait collectivement, en grand groupe. Dans la phase d'exploration, on se prépare à interagir et les mises en application sont faites en sous-groupe ou en binôme. Et dans la phase d'appropriation, il s'agit de faire seul et de manière autonome, d'agir dans les espaces sociaux visés par les apprentissages. Voilà, mais je pense qu'il y a l'équipe qui suit va nous en parler de manière un peu plus détaillée, si je me souviens bien. C'est pas vous? Non. Ah, ok. Eh bien voilà, alors on avait quand même fait une petite conclusion pour essayer de résumer tout ce qu'on a dit, mais surtout nous on a eu une journée complète avec des interactions, donc ça a été vraiment très... On ne pouvait pas faire ça maintenant, ça aurait pris une journée, tout simplement. Donc ça veut dire, on a essayé de résumer en 4 éléments importants. D'ailleurs, ceci, on va le donner à Sarah après, comme ça elle pourra compiler peut-être tous les documents et le mettre en PDF. Donc, première chose, les ASL visent l'autonomie sociale et communicative des apprenants. Ça, c'est vraiment l'objectif. Donc, autonomie sociale et communicative des apprenants. Elle utilise les espaces socioculturels comme support d'apprentissage, ça c'est ce que Mathilde nous avait dit, c'est vraiment là un support capital. Elle met en place des partenariats en intervention avec des acteurs de la société même, des acteurs extérieurs, et d'un point de vue méthodologique, la progression de l'apprentissage se fait par paliers et en spirale, c'est-à-dire qu'on revient tout le temps, on reprend les choses pour les consolider. Voilà. Alors maintenant, on passe la parole donc à l'équipe suivante, qui est Julie et... Merci Bernard, merci Mathilde. Est-ce qu'il y a des questions du public? Il y a une question. Vous parliez de réautonomiser les personnes qui sont déjà autonomes dans leur pays d'origine par rapport à un espace social. C'est les autonomiser ici? Oui. Okay. Ils sont déjà autonomes dans leur pays et donc on les autonomise. On les aide. Ici, est-ce que c'est possible pour un espace social qui n'existe pas dans le pays d'origine? Par exemple, les services médiation de dette du CPS. Qui n'existe pas partout. Est-ce que donc là on ne se base pas d'acquis qui datent de la société d'origine, donc c'est un nouvel espace. Ah oui. Est-ce que c'est possible de faire un nouvel espace? Ah ben oui, bien sûr. Okay. Oui, tout à fait. Alors ce n'est pas une réautonomisation, mais c'est une autonomisation si on part de zéro. Oui. L'idée c'est d'être autonome dans tous les espaces sociaux de la société, donc dans ceux dans lesquels ils doivent interagir. Donc c'est les rôles sociaux qu'ils occupent actuellement. Oui. Dans un tel espace. Dans leur société, dans leur pays d'accueil, alors bien sûr, un ASL peut être construit en partie ou complètement autour de cet espace, et voilà. Peu importe s'il existe dans son pays d'origine. Mais après, moi ma question, ça serait, est-ce que l'espace médiation des dettes, c'est un espace social ou c'est plutôt un partenariat pour un espace social plus ample qui existe aussi dans notre société? Je veux dire, médiation des dettes, ça n'existe pas, ouais, voilà. Mais l'idée de médier pour des dettes, avoir des rendez-vous à la banque, demander un prêt, ce genre de choses, ça existe, j'imagine, avec des degrés différents dans d'autres pays aussi. Donc c'est juste une partie
Peut-être que, pardon, un peu arrête. Mais est-ce que peut-être qu'il y aura d'autres intervenants qui reviendront là-dessus? C'est pour un peu mieux comprendre ce qui est considéré comme un espace social en fait. Est-ce que je comprends autant l'école, mais est-ce que le CPS quand Oui. Oui. Tout à fait. Tous les espaces, on interagit en fait. On interagit, on a besoin du français et on a besoin de codes culturels, sociaux. Et communiquer d'une manière particulière, c'est ça. Merci. Voilà. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, juste rapidement, si un de vous deux répond, est-ce que ça change, cette formation, ça a changé quelque chose dans votre travail? Ouais, en tout cas, moi je peux répondre que effectivement je ne l'applique pas à 100%, mais c'est bon d'avoir une piqûre de rappel et de ne pas rester dans cette espèce cette tendance peut-être à être trop scolaire, trop cours de français ex cathedra. Donc là oui, c'est vraiment intéressant parce que je pense que même inconsciemment on modifie son cours. Voilà, il ne va pas changer complètement, il ne va pas être révolutionné, on ne va pas brusquement devenir un atelier de sociolinguistique, parce qu'on n'en a pas la moyen, on n'a pas le temps, parce qu'on ci et ça, mais il y a une petite influence qui est positive, en tout cas, de mon côté à moi. Oui, du mien aussi, enfin, j'y réfléchis beaucoup, mais c'est pas facile à mettre en place parce que le dispositif n'est pas déjà là et seul c'est difficile de le mettre en place. Mais en tout cas, rechercher plus de documents authentiques, essayer d'ancrer plus nos cours dans les besoins de nos apprenants, oui, mais c'est pas facile. Mais en fait, il faut aussi dire que comme les dispositifs ateliers sociolinguistiques qui sont mis en place au départ, c'est différent des dispositifs dans lesquels vous travaillez quotidiennement. C'est pas placé de la même façon. Mais il y a un certain degré de flexibilité, je pense, de prendre les côtés qui nous intéressent, qui sont utiles pour la pratique quotidienne et les appliquer. Je pense que c'est aussi ça les messages qui nous ont donnés à Paris. Moi, j'ai participé juste à la première journée, donc après je m'arrête. Mais voilà. Donc, merci. Merci, Frida.